C'est tout bon. Alors, on va parler du coup de 5 films, les gens. Des films que vous connaissez peut-être, des films qui viennent de sortir, des films que vous ne connaissez pas, mais vous verrez, ça sera rigolo quand on va en parler. Et le premier film, on va commencer avec un film d'horreur. On va regarder la bande-annonce, après je vais vous dire quelques trucs dessus. Et c'est un film qui m'intéresse, notamment je vais vous montrer des images après, parce que pour moi, il a un problème qui me fait penser à Jurassic World, premièrement. Et ça m'a permis de développer, ça m'a quasiment permis de développer un concept. Donc vous verrez. Ça a planté chez vous aussi. Ah, est-ce que ça a planté? C'est bon, vous êtes là? Allô, allô? Est-ce que je relance? Ok, c'est bon. C'est bon, donc vous êtes là. Pas vous perdre en route, effectivement. Bien. Du coup, je disais, on va commencer par un film d'horreur. Ça m'intéresse beaucoup de vous parler de ce truc. Parce que, en réfléchissant un peu à tout ça, j'en ai fait un peu. On va parler d'un paradoxe. D'un paradoxe qu'il y a dans certains films. Notamment, c'est parfois dans les films d'horreur, etc. Un truc qui m'intéresse et dont j'ai pas vraiment lu de choses dessus. Enfin, je pense qu'il y a de l'écrit dessus, donc je pense que je n'invente rien. Mais moi, personnellement, je suis pas encore tombé dessus, donc je me réjouis de vous en parler. Mais d'abord, évidemment, on va se taper la bande-annonce. Le film, c'est The Children, un film avec des enfants tueurs. Les gens, je vous montre ça et on en parle tout de suite. Now this is heaven. Can I have some? It was an accident. We don't hit kids here, Jonah. It's all right. No, it's his latest trick. Anyone would think he likes the attention. You brought them into this world. They attacked me. Jono, I think they're sick. Now, Oh my god, I love you both so much. they will take you out. I don't know. The children. Where's mommy? C'est la plus belle partie de mon tournoi de Perros. Rien ne va plus, rien ne va plus, ce n'est pas ça que je veux. Direct des échecs à... Ce n'est pas ça que je veux. Ça, je vous spoil un truc pour après, donc c'est pas non plus ça que je veux. Pourquoi j'ai cette image-là en premier et pas les autres? Je comprends pas, attendez. C'est le bordel. La bande-annonce a l'air très dénuée de budget. Ouais, c'est pas un film qui a un gros budget du tout, c'est clair. Alors, attendez. Je veux tout ouvrir. Comment? Pourquoi? D'habitude, je fais juste ça, puis ça marche. Pourquoi là, ça marche pas? Voilà, là, ça a marché. Tac. Voilà donc The Children. C'est bon. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Faut pas laisser la lecture auto de YouTube, effectivement. The Children, c'est un film du coup britannique sorti en 2008 de Tom Shankland. C'est son deuxième et dernier film. Puis après, il a pas arrêté la réalisation, mais seulement il a travaillé pour la télé plus que pour des longs métrages de cinéma. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vais te répondre tout de suite. C'est avec les actrices Anna Taunton et Eva Birstile. Je sais pas comment prononcer. Birthistell.
Je sais pas le prononcer. Le plot, c'est 2 couples qui ont des enfants qui se retrouvent pour passer du temps ensemble dans une maison où il y a de la neige et tout, voilà. Ça se passe bien jusqu'à ce que les mômes vrillent sévère et se mettent à buter tout le monde. Là, pardon pour le micro, je suis désolé. Là, c'est tout de suite un peu moins la bonne ambiance. Alors, est-ce que le film est bien ou non ? Le film est pas ouf. Le film est clairement pas ouf. Mais il y a un concept qui est quand même sympa. Parce qu'il permet d'avoir des enfants tués à des moments, et de manière assez trashos en plus. T'es assez surpris de voir d'un coup des gamins se prendre de ces tartes. Enfin, c'est un truc assez ouf, quoi. Eva Bursifel, tu peux prononcer... Burfisel, tu peux prononcer, ok. Très bien, merci. Un week-end avec des enfants normaux, voilà. Je dois dire que les enfants... Pourquoi ça passe pas ? Voilà, les enfants jouent super bien. Les enfants sont super bien dirigés. Je trouve que les têtes de psychopathes fonctionnent. Beaucoup mieux que dans le remake qu'avait fait John Carpenter avec aussi des enfants tueurs et tout, qui est vraiment pour moi un film pas très bien du tout. Mais là, je trouve que les gamins sont très bien castés d'une part et sont très bien dirigés d'autre part. Ils volent la vedette aux parents, clairement. Les parents sont pas hyper intéressants. Oui, voilà. Je voulais vous mettre celui-là aussi. Je trouve il joue super bien. Celui-ci, c'est mon chouchou. Il joue trop bien. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment le point positif du film. Le fait que ça se passe dans cette espèce de huis clos autour de la maison, dans la neige et tout, ça fonctionne aussi pas mal. Il y a quelques plans qui sont sympas. J'aime bien ce plan-là. Je trouve qu'il est joli. Genre la gamine qui a l'air fâchée et tout, puis qui tire le papa, qui est en mode « Ah, on va jouer, haha, d'accord, et tout, pas de problème. » Alors qu'ils sont en train de manigancer des trucs pour lui faire très très bobo quand même au monsieur. Enfin voilà. Maintenant, le film est plein de défauts. Pour moi, il a 2 défauts. Il a 2 défauts importants. Le premier, je vais passer rapidement dessus parce que c'est surtout le deuxième qui m'intéresse. Le premier, c'est que le film se casse la gueule dans sa narration. Et il n'a pas été relu à l'écriture. Il y a des trucs, en fait, il y a des gros bugs qui cassent un peu tout, et qui n'a pas été corrigé. Et typiquement, il y a un mec, voilà, on voit dans la bande-annonce, un gars qui descend et tout en luge, qui se fait défoncer le crâne. Et après, du coup, il rampe en se tenant le crâne, mais il pisse le sang. Et les autres parents arrivent, et puis oh mon Dieu, et tout machin, puis ils se mettent autour de lui. On appelle l'ambulance n'arrive jamais. Il n'y a pas vraiment de raison, hein. On ne dit pas que les routes sont bloquées, ils disent juste oh mais c'est long, le trajet est compliqué, etc. On ne sait pas exactement pourquoi l'ambulance ne vient jamais, donc voilà. Le bonhomme, il meurt, ils sont tous en mode oh mon Dieu, il est mort et tout, c'est triste. Ils le laissent dehors, ils ne le touchent pas. Voilà, bon, pourquoi pas, ils vont essayer de garder les gamins. Mais d'un coup, le corps disparaît. Puis genre, il s'est passé, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas exactement combien de temps. Mais il s'est passé un moment. Le corps a disparu, et on va le retrouver en fait, plus tard, dans la tente des enfants. À un moment donné, on ouvre la tente des enfants, et on trouve le corps. Et en plus, le corps s'est fait éviscérer. Donc il a le bide ouvert, avec des jouets dedans, dans le bide. Je vous décris le truc de manière assez graphique, hein, parce que c'est la meilleure scène du film, hein, évidemment. En termes de montage, c'est quand même la plus voilà, parce que t'as un mec avec le crâne défoncé et le bide ouvert, et puis un truc en plus, un espèce de discours bizarre sur l'avortement que j'ai pas compris, parce que ouais voilà, c'est marrant, c'est le 2e film que je vois qui essaie de traiter du sujet de l'avortement un peu indirectement et qui se prend les pieds dans le tapis et qui du coup tu captes pas trop ce que le film essaie de te dire exactement. Voilà. Dites-moi si Twitch continue de bloquer, de bugger. Ah non, parce que je vois maintenant ton message bug, mais je vois qu'il date d'il y a 8 minutes, donc je pense que c'est bon. Et bref, donc ce bonhomme est dans la tente, le bide à l'air, le crâne pété, une maman le retrouve là, et d'un coup le gars se réveille. Puis il fait « Oh, je suis où ?» un truc comme ça, puis il parle, puis oh, « Help !» un truc comme ça, voilà. Et elle, du coup, elle est « Oh mon Dieu !» et tout. Puis un autre gamin qui vient pour attaquer la maman, et puis du coup, après course-poursuite entre le gamin et la maman, un truc comme ça, bref. Et on n'entend plus parler du gars. Ils font comme s'il était mort, ils vont s'enfuir sans lui, ils vont jamais essayer de rapprocher la tente, alors qu'il était vivant. D'un coup, il s'est réveillé, il est vivant. Et voilà. Et il y a genre un autre personnage aussi comme ça, où à un moment donné, il se prend un coup, et tu sais pas s'il est mort ou pas, mais pour tout le monde, c'est acté qu'il est mort. Alors toi, en tant que spectateur, tu fais « Ah, ok, pourquoi pas ?» C'est un peu bizarre, quoi. Donc il y a vraiment un problème de relecture, parce que là, il y a quelqu'un qui relit, il dirait genre quelques lignes plus loin, enfin quelques pages plus loin, non mais du coup, le gars dans la tente, là, qui s'est relevé, là, il est mort ou pas ?
Il s'est reconforté en coffre à jouets, ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que je suis un petit peu dur. Mais voilà. Mais il y a vraiment ce truc de... On ouvre la tente, il est vivant. Il y a le problème du gosse qu'on règle en 3 minutes. Et après ces 3 minutes, plutôt que de retourner à la tente pour l'aider, la maman, je vois que j'ai noté ça dans mes notes, se casse dans la maison, discute avec les autres en mode « Bon, on fait quoi? Est-ce qu'on se casse de la maison ou pas ?» Putain, mais... Attendez, quoi? Donc ça rend, en fait, ça souligne le côté très, très, très gratuit, finalement, de la scène un petit peu trash qu'il y a eu avant, quoi. Voilà. Et le plus gros problème du film, selon moi, et que je trouve super intéressant, c'est le problème de l'actrice principale, qui est elle. Voilà, qui est, je vous avais dit son nom avant, qui est Anna Taunton, qui est le principal problème du film. Et paradoxalement, j'ai pas vraiment de remarques à faire sur sa manière de jouer, sur comment, sur ce qu'elle fait et tout. J'ai regardé, en plus, elle a une petite carrière, enfin elle a une carrière après et tout, ça va bien. Là, elle joue une ado rebelle. Elle a un caractère pas ouf parce qu'elle est un peu casse-pied en tant qu'ado rebelle en début de film. Niveau personnalité, c'est un peu relou. En plus, il y a une espèce de jeu entre elle et puis l'autre adulte où elle essaye un petit peu de le charmer et en même temps, lui, il y a un petit jeu de séduction mais qui dure pas de ouf non plus, quoi. Mais bref, qui te met un peu mal, qui est là pour te mettre un peu mal à l'aise, ça, je juge pas du tout. Mais le film souffre de l'effet cuisse. J'ai appelé ça l'effet cuisse qu'on retrouve ici. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un jugement sur la manière dont les femmes s'habillent, etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt un jugement sur un réalisateur qui veut que son héroïne soit en plein hiver habillée avec ça. En plein hiver, tous les autres personnages sont super habillés, etc. Elle est habillée comme ça, du début à la fin du film. Enfin, après les 10 premières minutes du film, voilà, elle est en tenue comme ça. Et à la limite, pourquoi pas? Mais quand t'es dans un film d'horreur où tout le long l'actrice doit courir, jumper des trucs, passer par des fenêtres, etc., ça casse le film, mais d'une force. Et c'est thématisé parce que là, c'est la première fois où on la voit en plus comme ça, je crois, et c'est quand elle va voir l'autre gars qu'elle veut charmer. Et du coup, t'as vraiment, je trouve, ce plan large qui est pour montrer qu'elle s'est habillée avec ça, et après, il fait un commentaire justement là-dessus, elle va essayer de réajuster sa jupe, justement, parce qu'elle est quand même un petit peu mal à l'aise. Et du coup, c'est un truc qui est assumé. Le côté, on veut plaire au regard masculin, donc on fout ça, et après, on la change pas de tout le film. Et ça a un côté un peu dérangeant. Ça a un côté un peu beaucoup dérangeant et qui casse un peu, le film. Des tenues aberrantes, j'en ai vu pire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y en a plein, qu'il y en a des pires, etc. Là, ça essaye de le faire avec un peu de subtilité. C'est pas hyper gratos en mode tout le long, on te montre des meufs en bikini. La tenue, elle est quand même décente, hein, voilà, enfin... Mais c'est juste que la tenue n'est pas adaptée après au format de film d'horreur où la meuf doit vraiment, on n'est plus dans un jeu de séduction, mais doit courir, machin, et des fois doit faire des trucs où tu vois que l'actrice galère à cause de sa tenue. Et ça donne des trucs un peu ridicules, où elle essaye de fuir très vite, mais en même temps, elle essaye de tenir sa jupe pour pas qu'elle remonte en même temps, tu vois. Et tu vois du coup que c'est vraiment la pauvre actrice qui doit accomplir ça. T'es en mode, putain, c'est pas fou, quoi. J'avais noté aussi l'autre truc pas cool pour elle, voilà, typiquement, voilà, là elle est au sol et tout, elle est en galère, etc. Enfin bref, et elle est toujours dans cette tenue à galérer. J'ai aussi noté, voilà, qu'elle a la frange devant les yeux, ça aide pas non plus. Enfin voilà quoi. Mais ouais, moi je vois le personnage en short, en mini short dans la neige, je suis en mode, en plus c'est même pas mini short, c'est mini jupe. Bah, j'ai froid pour elle en tant que spectateur. Hein. Du coup, le système d'empathie fonctionne. Le système d'empathie envers l'héroïne fonctionne quand même pas mal, ouais. Elle doit courir, sauter, se battre, bouger, elle est en travail tout le temps. Ça rend super compliqué le truc, quoi. J'ai revu X-Men 2, Malicia doit toucher personne sous peine de les tuer. Les réalisateurs l'ont mise en nuisette, ouais. Mais si ça dure peut-être une scène, c'est des trucs des fois c'est un peu au cas par cas à regarder comment ça se gère là. Là c'est tout le film, hein, c'est 1h20 sur 1h30 de film aussi. Mais il y a d'autres exemples, évidemment. Mais c'est pour ça que, en voyant ça, moi j'ai appelé ça l'effet cuisse. C'est le moment où on te met l'héroïne dans des tenues qui sont pas adaptées aux actions qu'elle doit faire. Si t'es dans une scène où il y a un jeu de séduction, ben ça marche. Je vais pas critiquer ça, quoi. Mais quand c'est des scènes où après elle doit faire 36 trucs d'action, je trouve que c'est pas fou, quoi.
Voilà, et j'ai appelé ça, j'ai réfléchi à ça, j'ai appelé ça l'effet cuisse. Et puis voilà, il y a une... Alors attendez, ça je vous ai dit... Oui, puis le film en plus laisse entendre que l'héroïne s'est habillée comme ça pour tenter de plaire aux gars et tout. Ce qui donne un côté un peu malaisant et ce qui montre aussi que vraiment les costumiers et tout, enfin que l'habit a été pensé pour le regard masculin. C'est thématisé dans le film, enfin c'est souligné dans le film. C'est pas un truc qui est ignoré et puis voilà, c'était pas... Enfin voilà. C'est une bonne façon de nommer le truc, ouais. J'ai appelé ça autrement après. Parce que du coup, je trouve que ça casse le film. Moi, en tant que spectateur, ça me sort parce que je vois plus une meuf en danger, mais je vois une actrice qui galère avec la tenue qu'on lui a imposée. Et puis, et ça se voit quand t'es dans des scènes que j'ai appelé le paradoxe du haut talon. Vous savez, c'est dans Jurassic World. Tout le monde l'a noté ça. L'héroïne là qui se fait courser par le T-Rex et qui fuit avec les hauts talons comme ça. Et tout le monde a noté ça, mais en mode, mais attends, c'est quoi ça ? C'est du coup, t'es en tenue ou quand même, t'es en tenue. Bon là c'est moins, je trouve que c'est moins clair que la mini-jupe, quoi, voilà. Mais c'est quand même un truc très féminin et tout, pour rendre les pieds jolis, les jambes jolies, etc. Et la meuf doit se retrouver à courir avec ça, quoi, la pauvre. Et ça te sort du film. Et pour moi, c'est le plus gros exemple où j'ai vu le plus de gens revenir dessus en disant « Attendez, la tenue du personnage féminin n'est pas adaptée à ce qu'on demande à faire à ce personnage féminin. » Et je suis totalement d'accord avec ça. Donc j'ai résumé ça, le paradoxe du haut talon, c'est des moments où les personnages féminins, la plupart du temps, sont dans des tenues qui ne se justifient pas vraiment et qui entravent leurs actions. Qui pourraient être autrement, elle pourrait juste enlever ses chaussures, elle pourrait juste avoir aussi d'autres trucs, quoi. Enfin bref, voilà. Mais ouais. Après, on peut défendre le truc, hein, parce qu'effectivement, c'est un personnage... ça s'inscrit aussi avec le fait que lui, il est proche de la nature et c'est un chasseur, alors que elle est plutôt derrière les vitres, etc., à regarder les dinos de loin. Il y a un truc qui est thématisé tout le long de Jurassic World. Et du coup, ça pourrait encore se défendre, mais par contre, qu'elle les garde du début à la fin du film, quand après elle se déplace dans ces environnements-là et qu'elle doit courir, il y a un souci, je trouve. Le nombre de persos de JV à qui ça collerait. Oui, de ouf. Le jeu vidéo, on n'en parle même pas, quoi. Voilà. Donc j'avais mis comme exemple le talon de Jurassic World. J'ai mis comme exemple le film qu'on vient de voir, et j'ai des contre-exemples. Par exemple, Die Hard, Bruce Willis, il y a tout un jeu justement avec la tenue qu'il a, le fait qu'il ait plus ses chaussures, du coup ça va l'entraver, etc. Là, on adapte le costume au héros pour le mettre encore plus en difficulté justement. Et c'est assez intéressant. Et un autre, ici vraiment la tenue impacte le récit, impacte la tenue du récit. Et un autre exemple, je trouve que c'est Ellen Ripley. Voilà, avec la fameuse culotte trop petite. Mais typiquement, là, pour moi, je trouve que ça fait sens. Et je vous parle d'Alien, encore une fois, quoi, c'est terrible. Le nul, il aurait pu mettre du scotch sur ses pieds. Il aurait pu, ouais, s'il en trouve. Je trouve que là, par contre, typiquement, ça se justifie de ouf, la tenue. Parce que c'est le moment où elle pense qu'elle est débarrassée de l'alien, donc bon, elle se met à l'aise, etc. Moi, je ferais pareil, hein. Moi, il y a tout le monde, tout le reste de l'équipage, il est dead, je me promène à Wall, puis il n'y a pas de souci, quoi. Bon, il y a le chat quand même, je mets un caleçon, c'est bon. Mais surtout, on va avoir une confrontation finale, et je trouve très cool, justement, de mettre le personnage, du coup, dans la situation le plus vulnérable possible. Ça recrée de la tension, de ouf. Et il y a une autre scène, justement, qui est dans Les Promesses de l'Ombre. Il y a un moment donné, il y a Aragorn, Viggo Mortensen, dans Les Promesses de l'Ombre, qui va se faire attaquer à un moment où il est complètement à poil. Et le fait, c'est hyper tout con, hein, mais le fait qu'on n'ait pas un t-shirt, mais juste... Pourquoi mon casque il fait des bugs ? Mais qu'il n'ait pas de t-shirt qui soit à poil, ça rend un effet, en tout cas sur moi, en tant que spectateur, genre, il me semble 10 fois plus vulnérable que s'il avait genre juste un caleçon, un habit, un t-shirt, des trucs qui ne protègent objectivement pas vraiment plus, quoi. Mais le fait qu'il soit entièrement nu, je trouve que ça crée une détresse supplémentaire. Et je trouve que ça crée ça aussi dans Alien 4. Je trouve que c'est des trucs qui ont été bien pensés et qui n'ont pas été pensés dans le film dont j'ai parlé, quoi. Et du coup, je vous recommande Les Promesses de l'Ombre, où vous voyez Aragorn devoir se défendre dans des bains thermaux, le sgeg à l'air et tout, c'est très bien. Si vous avez des exemples du paradoxe du haut talon, là, ou de l'effet cuisse, n'hésitez pas, quoi. Des personnages féminins qui ont des tenues absolument pas adaptées, et puis qui sont surtout pensés pour le public qui veut se rincer l'œil, ouais. Ouais, Catwoman.
C'est pas faux. Mais après, Catwoman, il y a un truc dans le caractère. Après, le Catwoman de l'autre, de Pitoff, je crois que c'est Pitoff, hein. Je me souviens plus assez bien. La Catwoman dans le défi, je trouve que ça fait complètement sens par rapport au caractère du personnage. J'avais pensé à Suicide Squad, par exemple. Avec, mais genre le premier comme le deuxième. En fait, le deuxième, il y a moins cette sexualisation de l'héroïne. Le premier, ça avait carrément quand même fait grincer des dents. Mais en même temps, sans vouloir défendre le film qui est affreux et sans vouloir forcément prendre position sur ce débat, en fait, je trouve que ça se justifie par rapport au personnage qui est très agile, etc. Donc, ok, pourquoi pas. Mais je trouve quand même qu'une fois cela dit, ça se justifie pas par rapport au fait qu'on veut quand même la sexualiser à mort et puis que c'est surtout pour ça, plus que parce qu'on se dit il lui faut une tenue qui fonctionne en mode l'effet cuisse Tomb Raider 2 avec Angelina Jolie en mini-jupe au pôle Nord. Ah oui, ça me dit quelque chose ça, c'est pas faux. L'effet cuisse, le fameux effet cuisse. Du coup, quand on retrouvera des effets cuisses, vas-y, je vous les montrerai. Parce qu'il y en a plein par moment, quoi. C'est assez fou. Et il y en a qui sont justifiés, il n'y a aucun souci. Alors, à aucun moment, je vais dire, mon Dieu, faut pas que les femmes montent leurs cuisses au cinéma, quoi. Il y a des moments où c'est justifié, il y a des moments où c'est juste on s'en fout, parce que c'est pas le but de sexualiser le personnage, c'est la tenue du personnage parce qu'il fait chaud, du coup c'est cohérent, on s'en fout, enfin voilà. Et ça dépend comment la caméra est placée, comment elle te montre ça, etc. Voilà. Mais il y a des moments, comme dans le film là que je vous ai montré, où il y a clairement un problème par rapport à la tenue et l'évolution du personnage, quoi. Je suis d'accord pour Suicide Squad, sinon j'excuse un peu plus avec les super-héros, puisqu'il y a l'idée d'un costume. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, clairement, on sent que tous ces costumes sont dessinés par des mecs, mais j'accepte plus facilement le costume qui est toujours le même, quel que soit le contexte. Ouais, je suis d'accord que la question du costume du super-héros est super intéressante et presque à prendre à part. Après, je trouve que ça se discuterait si genre l'héroïne a un costume hyper sexy, puis qu'elle le garde genre même chez elle, et puis, et puis voilà, elle sort de la douche, c'est pour remettre son costume. Après l'avoir vu quand même en nuisette ou en linge de bain, enfin voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, je répète, le but c'est pas de dire comment les héroïnes devraient s'habiller, c'est plus de dire que les réalisateurs qui les habillent, et pas seulement les réalisateurs, et les producteurs qui les habillent, ce serait bien que des fois ils réfléchissent un peu plus au scénario, à la justification, que juste aux hormones du public masculin. Et parfois féminin aussi, je ne veux exclure personne évidemment. C'est valide, c'était une très bonne digression. Trop cool. Eh ben, on va pouvoir passer au prochain film, les gens. C'est parti. Je vous mets la bande-annonce que je n'ai pas vue, donc j'espère que c'est la vraie bande-annonce, que c'est une bonne bande-annonce. Et on en parle juste après. On part sur un grand classique, les gens. À l'attaque. Won't you join me? Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. I never could do that. Audrey Hepburn as Holly Golightly, who typifies and glorifies the glamorous playmates of this dizzily spinning world as she and George Peppard breeze through the glitter and shimmer of New York as it has never been captured before. You have a special invitation to attend Audrey Hepburn's open house on the wildest night New York ever knew. Yes. Oh, good evening, Ed. Tell you one thing, Fred, darling. I'd marry you for your money in a minute. You marry me for my money? In a minute. So I guess it's pretty lucky neither of us is rich, huh? Please, darling, don't sit there looking at me like that. Holly, I'm in love with you. So what? So what? So plenty. I love you. You belong to me. No. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. Audrey Hepburn and George Peppard, searching for love in the big town, but sharing only part of their lives until they find the deep, warm moment of truth,
that can't be hidden, even by the oddball antics on the brittle surface of New York. Voilà les gens. Alors attendez, parce que là aussi j'ai préparé les photos. Pour ça, hop. Ici, Breakfast at Tiffany's ou Diamant sur canapé. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche, c'est merveilleux. Adapté d'un roman de Truman Capote. Sorti en 1961. Film de Blake Edwards, connu pour avoir fait quand même une sacrée pelletée de très bonnes comédies. Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal. Hop, j'essaie de remettre un peu tout dans le bon ordre. Voilà, comme ça je vois les images. Et ouais, si je vous mets là, en fait, je vois pas tout. Donc je vais faire comme ça, voilà. Ah, c'est donc le film cité tout le temps. Oui. Alors, attends. J'ai raté plein de messages. C'est l'heure du petit-déj. Eh oui. Est-ce que le film The Children contient le morceau The Children? Pour te répondre non. Et oui, c'est 16 très bons commentaires. N'habillez pas les actrices. Non, ce n'est pas ça le message. Attends. Je vous laisserai l'interpréter comme vous le souhaitez. Oui, donc c'est un grand classique de l'histoire du cinéma, hein, avec Audrey Hepburn. J'aimerais que le trailer José Louis de Vialonga s'appelle juste Vialonga, parce que c'était trop long. Alors, quelques trucs à vous dire sur ce film. Alors déjà, oui, vous dire que c'est un film qui a eu un budget de 2,5 millions, qui en a rapporté 14. Donc ça a quasi rapporté 6 fois le budget initial. C'est quand même plutôt un joli score, hein, on va pas se le cacher. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, on va parler quand même de ce monsieur. Ce monsieur, les gens, moi j'ai été assez fasciné. J'ai découvert, je connaissais pas trop en fait la carrière j'avais déjà vu sa tête. C'est Mickey Rooney qui incarne du coup, c'est ce monsieur-là, voilà, que vous avez vu peut-être dans certains films, qui est ici avec Ben Stiller. Il faut se dire que ce monsieur, il a fait son premier film à 7 ans, en 1927, à un moment où le cinéma parlant n'existait pas. Je trouve ça complètement fou. Le monsieur a 85 ans de carrière cinéma. C'est-à-dire qu'il a fait ses derniers films quand il avait 90 ans et plus. Il a commencé à 7 ans, donc vraiment, il a 85 ans de carrière de cinéma. C'est genre même les Rolling Stones, ils ont pas ça. Mais bientôt. Et du coup, ça c'est un de ses derniers rôles, voire peut-être son dernier, je suis pas sûr, dans La Nuit au musée, Une nuit au musée. Mais ouais, je trouve ça ouf que ce mec, voilà, il a fait son dernier film en 2012. Ce mec qui a tourné son dernier film en 2012, il a commencé sa carrière, le son n'existait pas au cinéma. Enfin, si, le son existait au cinéma, mais c'était encore du cinéma muet. Je trouve ça complètement fou. Il a commencé sa carrière au cinéma muet, il a terminé à l'ère de la Full HD. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, d'ailleurs, heureusement qu'il a une aussi longue carrière et qu'on peut se souvenir d'autre chose que de Diamant sur canapé. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que dans ce film, voilà ce qu'il incarne. Voilà, on doit quand même parler de ça. Il joue Monsieur Yunioshi. Voilà, donc un japonais qui est ultra caricatural. Et même, j'ai envie de dire qu'il est même pas vraiment caricatural, parce que
caricatural, ça voudrait dire qu'il faudrait caricaturer certains traits, mais je ne crois pas que les Japonais, ils aient vraiment des déformations de bouche comme ça. Bref, il avait un dentier, etc. Enfin bref, c'était vraiment une caricature raciste à l'époque. Voilà. Ça a été... Pourquoi on s'arrête sur ce monsieur? Voilà, regardez, il est là, il va bien. Pourquoi je m'arrête quand même sur lui? Bah déjà pour vous rappeler que c'était comme ça il n'y a pas si longtemps. Et parce que au moment où ils ont sorti ça, ça va plus loin que ce que vous pensez. C'est que ça a été une surprise que ce soit Mickey Rooney. On ne savait pas que c'était cet acteur. C'était un acteur qui marchait quand même plutôt bien et tout. À l'époque, il était quand même connu et on avait caché le fait qu'il jouait dans le film. Et dans les dossiers de presse, le personnage Monsieur Yunihoshi n'est pas incarné par Mickey Rooney. Dans les dossiers de presse, il est interprété par un jeune acteur prometteur japonais qui s'appelle Ohayo Arigato. Ce qui veut dire bonjour, merci. Qui sont les deux mots les plus basiques du japonais quand tu connais pas le japonais, quoi. Ouais, ils ont appelé le personnage dans les dossiers de presse en disant ouais, on a un jeune acteur japonais qui s'appelle Monsieur Ohayo Arigato, vous verrez, il est incroyable. Et du coup, la presse et tout débarque, les critiques, ils voient d'un coup Mickey Rooney apparaître. Ça a marché sur eux parce qu'à l'époque, c'était pas un problème. Enfin, c'était quand même un problème, oui, déjà, mine de rien. Mais disons, le fait que ce soit un problème n'était pas à la conscience de tout le monde. On va le dire comme ça. Et voilà, dans le rôle du personnage suisse, Albert Rochety. C'est très bien, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, je vais vous parler maintenant quand même un peu du film. Et je suis très embêté parce que franchement, j'ai pas grand-chose à vous dire sur le film. Quand tu t'es lancé pour être raciste, autant le vivre à fond. Carpe diem, tout ça. Putain. Ah, vous êtes affreux, c'est merveilleux. Bon, c'est un film qui est super intéressant parce qu'il parle de prostitution masculine, un terme super rare dans l'histoire du cinéma, mais qui est plutôt en toile de fond. Hein. C'est pas vraiment le truc le plus important du film. Hein. À la base, c'est plus un personnage qui tombe amoureux d'une femme qui veut rester libre. C'est bien décrit dans la bande-annonce. Il y a peut-être une des meilleures scènes justement dans la bande-annonce, le gars qui dit je vous aime, vous m'appartenez, puis elle dit mais non, mais personne n'appartient à personne, je veux être libre, etc. Il y a un vrai débat qui est je trouve intéressant et très moderne pour l'époque. Hein. Après, Truman Capote, ça vient d'un livre qui déjà justement était réputé pour ça. Et je trouve que ça fonctionne bien, certaines scènes comme ça. Mais après, je sais pas pourquoi, je ne rentre pas dans le film. C'est la deuxième fois que je le vois. Et pour l'anecdote, j'étais très embêté de savoir comment en parler, parce que je sais que c'est un monument, mais j'ai vraiment pas grand-chose à dire dessus. Et j'ai découvert en plus que quand j'ai fini le film, j'étais un peu en mode bof, j'ai pas super kiffé, j'ai pas trouvé ça fou, quoi. Ça m'a pas inspiré. En fait, ça m'a vraiment pas inspiré. Et quand j'ai été noté sur Sens Critique, les noter sur Sens Critique, ça me permet de ne pas oublier que j'ai vu ces films. Et ben là, j'ai vu que je l'avais déjà noté et que je lui avais déjà mis 5 sur 10 sur Sens Critique. Donc, je lui ai remis la même note, en fait, finalement. Et voilà, je ne sais pas, je ne suis pas subjugué par Audrey Hepburn. Et je la trouve assez insupportable dans le film. En fait, j'ai de la peine à m'attacher au personnage qui n'est pas attachant et qui n'est pas vraiment fait pour être attachant, mais en même temps qui est fait pour l'être quand même un peu, parce que c'est quand même casté ils ont quand même casté Audrey Hepburn, et puis elle a un côté un peu candide, et en même temps, enfin ouais. C'est compliqué. Je crois que le seul et unique truc que le monde entier a retenu sur le canapé, c'est Audrey Hepburn est une icône. Oui, donc clairement. Non, elle est très bien. Puis elle joue très bien le personnage. Hein. Mais c'est un monde qui ne me parle pas. L'univers de ce film ne me parle pas. Audrey Hepburn me fascine facilement. C'est rare que j'aime autant les acteurs et actrices de cette époque. Ok, ouais, non, mais je peux tout à fait comprendre, évidemment. Moi, je suis impressionné par Anya Mystikova, je ne sais plus son nom, celle qui a joué dans... j'en avais parlé, justement, la dernière fois, dans Quand passent les cigognes. Je trouve l'actrice incroyable. Voilà. Mais ouais, et je me suis demandé si mon problème avec le film, c'était pas parce que c'était du Blake Edwards. Et Blake Edwards, j'aime beaucoup ce réalisateur. Genre, j'adore LA Party, un jour on parlera des LA Party, c'est pour moi un des films comiques, c'est un de mes films comiques préférés, quoi. Et pour moi, je le mets vraiment dans un registre comique. Et le film, il est comique, mais il est quand même beaucoup teinté de drame, mine de rien. Il est sur des enjeux sociétaux quand même importants, etc. par moment.
C'est une comédie légère, mais qui va pas à fond dans ce qu'elle fait, et puis qui a ces moments quand même très dramatiques. Et je me suis demandé si c'était pour ça que je rentrais pas dedans. Peut-être que le réalisateur avait plus de peine à gérer ça, je sais pas. Mais en même temps, le film est hyper populaire, le personnage est très populaire, etc. Donc, je ne sais pas. Je suis un peu perdu, donc je vous le recommande parce que c'est un grand classique. Et parce que je serais curieux de pouvoir en parler avec des gens qui aiment vraiment ce film et qui pourraient mieux définir pourquoi. Et en fait, les éléments que je trouve intéressants dans ce film, je pense qu'il y a aussi ça. Il y a le fait d'avoir cette relation impossible d'une femme qui veut pas se caser avec un gars. Et moi, j'aime beaucoup ces personnages de femmes libres et tout, et de gars qui tombent amoureux d'elles et qui comprennent pas que la meuf leur appartient pas à partir du moment où ils ont eu une aventure, un début d'aventure, etc. Et la meuf après fait non, et moi j'adore ces films où le personnage est paumé par rapport à ça. Et du coup, un de mes films préférés, c'est La Vérité, de Clouzot, avec Brigitte Bardot. Je trouve ce film incroyable, et pour moi, du coup, La Vérité fait largement mieux sur la même thématique que ce film-là. Il va beaucoup plus loin, il se permet beaucoup plus d'aller dans le drame. Là, la légèreté me parle pas de ouf, quoi. Et pareil, le bouquin L'Idiot de Dostoïevski, je le trouve incroyable sur cette thématique. Et peut-être que c'est parce que j'ai lu L'Idiot de Dostoïevski et parce que j'ai vu La Vérité de Clouzot avant, que du coup, Diamant sur canapé, je reste assez froid quand je regarde ce film. Il m'a pas apporté quelque chose de nouveau, il m'a apporté quelque chose que j'ai déjà vu et en allant moins loin. Donc c'est peut-être juste ça, mine de rien, et vu que je trouve Audrey Hepburn vraiment, elle est magnifique, elle est très très bien, mais je rentre pas dans son personnage. Du coup, ouais, je passe à côté. J'en suis un peu désolé. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire sur ce film. Je vous propose qu'on passe au suivant. Et le suivant, les gens, je pense que vous êtes pas mal à le connaître. C'est parti. Pourquoi je tombe amoureux de toutes les femmes qui me prêtent un tout petit peu d'attention? J'ai pris un train pour Montauk. Je sais pas pourquoi. Où est-ce que tu vas? Rockville Center. Santé, moi aussi. Ah oui. Drôle de coïncidence. Montre-moi les constellations que tu connais. Ossidius, c'est juste là. Un arc et au bout une croix. T'as fini de te foutre de moi. Je peux vous aider, monsieur? Clémentine Kruczynski a fait effacer Joël Barrèche de sa mémoire. Merci de ne plus lui parler de leur relation. J'aimerais que l'on efface Clémentine Kruczynski. Tu dis jamais rien, Joël. Alors que moi, je raconte tout. Jacasser sans arrêt, tu crois que c'est ça comme émotion? On a toujours empêché de courir. Je peux mourir maintenant, Clem. Je connais le bonheur. Hop là. Voilà. Je pense que vous êtes pas mal à connaître ce film. Hein. Ce film bien nommé... Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est bon, ça marche. Du soleil plein la tête. Voilà. Du soleil plein la tête. Pas vu, mais connu des gens qui adorent. Ok, la bande-annonce qui efface la moitié du cast, j'avoue. Alors, attends. J'aime bien le décalage, justement, qu'il garde le côté léger d'Edward tout en ayant un fond très lourd. Ouais, je suis d'accord que c'est intéressant. Alors moi, j'ai pas été impacté par ça. Mais je vois le truc. Et peut-être que la troisième fois que je le verrai, ça serait la bonne. C'est un film que je suis frustré de ne pas apprécier. Et je trouve vraiment l'écriture des persos chouette. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Je pense vraiment que c'est moi qui ai un problème, plus que le film lui-même qui est pas bon ou quelque chose comme ça, quoi. Clairement. Voilà. Alors, de Michel Gondry, j'ai vu que Soyez sympa, rembobiné. Mais c'est trop bien si vous pouvez découvrir ce film, franchement, jetez-vous dessus. Hein. C'est vraiment une comédie sexy, comme semble le dire le mec de Rolling Stones. Bah, on va en parler. Je vais spoiler un petit peu, je suis désolé. Donc, si jamais, revenez dans 10 minutes. Et puis voilà, quoi.
Ok. Donc, on est sur Du soleil plein la tête, film de 2004 de Michel Gondry avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood et Tom Wilkinson. Vous avez un cast 5 étoiles. Hein. C'est un truc de fou. Je connais trop l'histoire. Je sais déjà que je n'accrocherai pas à Eternal. Ah mais là, on parle pas d'Eternal, on parle du soleil plein la tête. Donc ça va, on est loin des super-héros. Alors... J'ai lu un article, j'ai lu quelques trucs dessus et je suis tombé sur un article que je voulais vous partager, que je ne vais pas faire finalement, qui était une présentation pour un festival où le film était diffusé, que je trouvais lunaire, qui parlait du film en opposant Locke et Nietzsche, et qui en faisait un film nietzschéen. Et j'ai lu la démonstration du gars qui a écrit ça, et pour moi le gars n'avait rien compris au film. Et pas dans le sens chacun a son interprétation et mon interprétation est meilleure. Non, c'est vraiment le gars avait une thèse, il a utilisé le film pour exemplifier sa thèse, sauf que le film ne raconte pas ce dont il parle. En gros, pour vous résumer rapidement de manière un peu malhonnête, parce que du coup je vous montre pas le texte, et bon voilà. C'était l'idée que Nietzsche dit que pour être heureux, on doit vivre dans l'oubli, on doit oublier des choses, etc. Et puis le gars disait, ouais, bah, ce film, c'est la démonstration de ça, etc. Alors que tout le film, la narration, se dirige plutôt vers le message inverse. Vers un gars qui se fait effacer la mémoire, qui se fait effacer les souvenirs avec sa meuf, et il veut arrêter. Il veut complètement stopper ça. Voilà, donc, je vais spoil de ouf, Eternal Sunshine, si tu préfères. Je t'embête, Tail. Du coup, moi, je voulais vous parler un peu de ça, mais à travers un autre angle que je trouve rigolo. C'est que vous savez, on a pas mal de films anti-technologie. Et c'est souvent des films un peu réac. Des trucs genre à la Rocky 4, par exemple, où vous savez, Rocky va s'entraîner dans une ferme pendant que le Russe, il s'entraîne avec des super ordinateurs et tout. Et à la fin, c'est quand même Rocky qui gagne. Il y a un côté, souvent, cinéma réac anti-technologie. Il n'a rien pigé à Nietzsche non plus. Ah, c'est peut-être moi qui résume très mal aussi. Hein. Je ne veux pas jeter complètement la pierre dessus. J'avoue que je ne connais pas très bien Nietzsche du tout. Je ne suis pas un grand fan de Nietzsche de ce que j'ai lu. Du coup, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Mais c'est possible aussi que je dénature Nietzsche. Donc prenez avec des pincettes ce que j'ai dit sur cette partie-là. Mais c'était plus un moyen d'introduire justement ce dont j'aimerais parler. J'aimerais parler d'Eternal Sunshine comme un film progressiste, anti-technologie. Sans être technophobe. Bref, un film plein de nuances. Mon interprétation, pour ça je vais vous faire part de mon interprétation, et je vais pas mal suivre mes notes parce que c'est un peu technique, tout ça, c'est que le film nous montre, avec sa fin, avec en fait toute la direction narrative qu'il a, la fin des récits, etc. Un culte rage quit, c'est bon. Que l'oubli n'est pas possible. L'oubli est impossible dans l'évolution humaine. Dans le sens où ce n'est pas la solution pour que le personnage soit heureux, pour qu'il évolue, etc. Je trouve ça super intéressant. Le film nous défend l'idée qu'on est la somme de notre vécu, et en amputer une part, eh ben ce n'est pas évoluer, c'est tout le contraire, c'est régresser. Et le film nous parle de ça. Et je trouve ça super intéressant, parce que je trouve que ça rend le film, l'histoire d'amour, sa démonstration, tout ça très très humain. Alors, regardez, j'ai des petites images, parce qu'en plus je trouve que la réal, les éclairages et tout, je trouve que ça fonctionne vraiment bien et j'aime beaucoup les fringues qu'ils ont et tout. Je les trouve très vivants, ces personnages. Moi, j'aime beaucoup. On reparlera après parce qu'il y a des critiques aussi dessus. Enfin bref, voilà. Je les aime tellement, ces personnages. Ouais, moi, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas, qui disent que c'est un couple dysfonctionnel, etc. Et oui, c'est un couple qui fonctionne pas. Qui a besoin de se réparer, de prendre du recul, etc. Enfin bref. Je vais pas sauter les étapes. Ce que je trouve super intéressant dans le film, c'est que on nous montre le film, il nous montre tout ça, il nous montre ce fait il nous montre cette évolution à travers la subjectivité de ce personnage. En gros, Joël, c'est un gars que sa meuf l'a quitté et il s'est fait effacer lui de sa mémoire. Lui, ça le fait souffrir, donc il veut se faire effacer elle de sa mémoire aussi. Et au fur et à mesure où il se fait effacer elle, au début il est content qu'elle dégage de sa mémoire. Puis au fur et à mesure, il va trouver d'autres souvenirs avec elle. Et il va se dire non, mais en fait c'était très humain tout ce qu'on a vécu, c'était très beau, etc.
il a plus envie d'oublier. Et du coup, il va essayer de lutter contre la machine pour ne pas oublier, etc. Et au final, on nous montre tout ça justement de son point de vue. Et je trouve super intéressant. Là, je trouve que le concept même du film rend la subjectivité du perso super intéressant. Parce que au cinéma, quand on nous montre la subjectivité d'un personnage, on le fait avec plusieurs moyens. On nous fait des plans longs ou des plans répétitifs pour nous suggérer son quotidien, pour nous faire ressentir son quotidien, pour qu'on épouse un peu sa subjectivité. On va avoir des plans rapides, où quand d'un coup, notre personnage il est anxieux, pressé, et puis qui doit stresser, enfin qui stresse, etc. Donc, il y a tous ces codes-là et tout qui sont propres au médium du cinéma, et je trouve que ça fonctionne très bien. On partage du ressenti avec ça, mais est-ce qu'on partage vraiment la subjectivité même du personnage ? C'est plus dur à dire. La subjectivité, ça peut passer aussi par le jeu de l'acteur, par ses mimiques, par le montage. Et l'originalité de ce film-là, du coup, du soleil plein la tête, c'est qu'on rentre au sens littéral, presque synecdotique, j'ai envie de dire, dans la subjectivité du personnage principal. On va nous montrer un petit bout de sa vie, mais vraiment à travers ses yeux. Donc, dans le film, la moitié du film, on est littéralement dans la tête du personnage, à voir ses souvenirs avec lui, en compagnie de lui. Et du coup, on ne peut pas faire plus subjectif que ça. On peut faire du point de vue subjectif, oui, à la Hardcore Henry, etc. Mais vraiment, dans le terme de traiter les émotions des personnages, etc., ces trucs où on rentre dans le psyché des personnages, moi je trouve ça super intéressant pour justement tout ça. Je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup des films comme Paprika aussi. De Sel, j'aime un peu moins, mais c'est quand même intéressant, même si c'est plus de la poudre aux yeux par moment, malheureusement. Enfin voilà. Et du coup, l'univers du film, c'est l'univers de Joel lui-même. L'univers du film, c'est la subjectivité du personnage. Je trouve ça fou. Maintenant, ce qui m'intéresse là-dedans, oui, c'est que ça permet de faire des trucs de mise en scène qui sont assez ouf. Je trouve qu'on peut un peu le rapprocher de Je t'aime de fou. Je suis complètement d'accord. De René, mais dont la leçon serait à la fois complémentaire et presque opposée, puisque c'est un film sur la nécessité d'abandonner le passé, mais au sens de vivre au présent, pas de l'oublier. Je suis complètement d'accord, c'est super intéressant, Je t'aime de Alain Resnais, avec ses répétitions, ses effets de montage, où là aussi on te fait ressentir la subjectivité et puis les émotions du personnage à travers des répétitions, etc. Effectivement, les deux sont très liés parce qu'en plus les deux mettent en place ce dispositif par l'intermédiaire d'une technologie. Sauf que dans un cas, la technologie va bouffer le personnage un peu, et dans l'autre cas, le personnage finalement va lutter contre et puis va pas forcément s'en sortir, mais en gros ça va aller. Un de mes films préférés. D'accord, je peux comprendre, ouais. Oui, du coup, je trouve aussi que tout ça, en fait, ça permet d'exprimer plein de trucs avec la mise en scène. Ça permet déjà des mises en scène originales, genre voilà, ils sont dans le lit, là, au milieu de la plage, et je trouve ça trop cool, typiquement ce genre de plan, le fait qu'ils soient dans le lit, donc dans le lieu peut-être le plus intime du couple, mais qu'ils soient en extérieur, du coup, ça rend tout de suite ça très voyeuriste, mais en même temps, on te coupe ce côté voyeuriste par le fait qu'on te les met au bord de la mer où il n'y a rien, et où il peut pas y avoir des gens là, et il fait pas un temps où il y a des gens à la plage, etc. Du coup, tu gardes ce côté intimiste, et du coup, le plan chope une symbolique encore plus importante, je trouve. Étant donné que c'est là que les personnages se sont rencontrés pour la première fois aussi, le fait qu'il y a vraiment ce côté, il n'y a rien, et vu que c'est là qu'on se rencontre, on part de rien pour construire quelque chose, c'est super intéressant. Il y a plein de plans comme ça que je trouve assez fous. Et du coup, comment on crée tout ce petit monde ? On fait comme dans Je t'aime, on colle une machine au gars, et hop, on lui fait vivre des trucs. Le principe du film, c'est le gars se fait effacer la mémoire, et le personnage regrette. À la fin, le système de cet engin qui efface la mémoire, les petits bouts de mémoire, etc., le système mis en place, il est pété, il est détruit, concrètement, enfin presque concrètement, on va revenir dessus. On va même y aller tout de suite, mais en fait, il est pété parce qu'il y a une employée qui va se rendre compte qu'elle a vécu ça va la saouler. Du coup, elle va faire la révolution, elle va embarquer tous les dossiers, elle va faire et puis elle va communiquer à tout le monde. Vous êtes fait effacer la mémoire, etc. Du coup, je vous rends les cassettes parce que, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend les souvenirs des gens
sur d'autres gens et tout, et pour qu'ils se rendent compte ce qu'ils ont fait, pour pas qu'ils perdent cette expérience. Je trouve ça super intelligent et super bien. Le fait de faire cette espèce de révolution de la sorte en ne cassant pas la machine finalement, c'est pas ça qui est important. L'important c'est que la solution va être beaucoup plus humaine en fait. Simplement une employée qui va enregistrer sur des petites cassettes, sur des cassettes et puis envoyer aux gens pour qu'ils puissent entendre une voix humaine vraiment. Et puis voilà, c'est pas une solution de on pète une machine et hop les souvenirs réapparaissent dans la tête des gens. Je trouve ça hyper cool. Et du coup, la technologie, au final, le film nous dit, c'est là qu'il a le côté technophobe, c'est que toute cette technologie, c'est la menace, parce que c'est là contre que Joel, le personnage, va se battre contre tout le long. Ce qui suffira pas. Je descends un peu mon siège, voilà. Là. Je me suis un petit peu perdu, le temps de baisser mon siège, ça va très bien. Oui, donc on n'a pas besoin de péter la machine. En gros, la machine a fait son office, mais la structure autour de la machine, en fait, va complètement exploser. On va revenir dessus après parce que l'employé fait la révolution, etc. Joel qui n'arrive pas à se battre contre la machine en vrai. Et aussi de ça, ouais. Et voilà, puis on nous illustre tout ça à travers le scénario, le récit. C'est super intéressant parce qu'on a un récit qui n'est pas linéaire. Le gars, quand il se fait effacer la mémoire, en fait... Ah, c'est ce que je disais, oui, voilà, merci. Le récit va à l'envers, c'est-à-dire qu'il va vivre vraiment les derniers moments qu'il a vécu avec sa meuf en premier, puis après ça va remonter de plus en plus parce qu'on va aller chercher de plus en plus loin dans les souvenirs. Ça fonctionne très bien, ça permet vraiment d'amplifier le regret. C'est mis en scène aussi, c'est appuyé par la mise en scène, qui est juste géniale. Ah, oui. Voilà, je vous ai mis des exemples aussi ici, regardez. Des exemples de films technophobes. Ça, c'est Upgrade, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film australien. Un mec viril, vous regardez ce film, franchement, le premier plan du film, c'est une caricature, c'est trop drôle. C'est genre le mec, la main dans le cambouis, en train de réparer le moteur de sa voiture avec une bière à côté. C'est vraiment ça, on te montre à quel point le gars, il est balèze et puis il fait les trucs, etc. Il va avoir un accident, il va être paralysé, on va lui mettre une puce qui va faire qu'il va pouvoir rebouger, etc. Le film est très cool, mais il est très réac anti-technologie de ce côté-là. Et un autre exemple, c'est Wall-E, dans ce genre de film technophobe. Attention, la technologie mène l'humanité à sa perte aussi, ça craint. Et du coup, Eternal Sunshine, il est quelque part entre Wall-E et Upgrade, je suis très content de pouvoir vous dire ça, et Matrix d'une certaine manière, mais pas tous les 4 Matrix évidemment. Donc à la fin, il s'agit quand même de faire la paix. Et puis voilà. Du coup, tout ça, ça nous permet d'avoir une mise en scène qui est quand même assez cool, avoir plein de plans imaginatifs, etc. Quand ils vont se cacher chez la maman, quand il est petit, du coup, il est littéralement petit, il se baigne dans le lavabo, il y cache sa copine, etc. Je trouve que ça fonctionne super bien, ces moments-là. Il y a beaucoup d'effets de montage, d'effets vidéo, on crée des trucs étranges, etc. pour montrer que l'univers lui-même se délite petit à petit. Plus le film arrive à la fin, plus l'univers filmique se délite. Je trouve ça génial aussi comme idée. Enfin bref, il y a beaucoup d'idées qui sont très très bien de ce côté-là. Mais je m'égare un peu. Voilà, typiquement ici, voilà, on joue avec les lumières aussi, avec cet éclairage qui n'est pas du tout naturel pour un film. Il y a plein d'éclairages qui ont l'air d'être des éclairages, je vais pas dire réels, mais qui sont pas hyper calculés, etc. Qui sont très calculés, mais qui sont juste, vous voyez une grosse lumière là qui n'est pas naturelle, là tout ça c'est dans l'ombre, etc. Il y a pas mal de jeux de lumière qui sont super intéressants. Aussi pour illustrer tout ça, bref, c'est un super film en termes de mise en scène, c'est assez ouf ce qu'il a réussi à faire. Je suis impressionné par Michel Gondry et son équipe. Bon, pourquoi c'est un film progressiste ? Où est-ce que j'en suis ? Attendez, est-ce que c'est la prochaine ? Oui, voilà. Pourquoi moi je dis que le film il est progressiste, contrairement à l'autre article que j'ai lu là ? Parce qu'il nous montre le personnage, il veut revenir en arrière. Donc il y a un côté un peu réac, il y a un côté anti-technologie et un côté un personnage qui veut revenir dans le passé. Et puis ça, à la base, ça en fait un film un peu réactionnaire, pas forcément au sens film gros droitard, etc., mais vraiment réactionnaire dans le sens de on réagit contre quelque chose qui arrive en se disant que c'était mieux avant ou que c'est mieux maintenant, etc. Et on bloque face à une évolution ou face à un progrès qui peut-être n'est pas un progrès dans la bonne direction. Voilà. Mais non, parce que pour moi, le film il fonctionne pas dans ce sens-là. Je pense que ce serait une erreur de le lire comme ça. Parce qu'il nous montre quand même que le personnage il veut revenir en arrière, mais il regrette. Le personnage il veut progresser au final.
On a l'univers qui se désagrège. On a une imagerie apocalyptique hyper cool. Et le fait que les souvenirs disparaissent, le personnage, il aime pas ça. Il veut essayer de s'en préserver, il va essayer de fuir, etc. Voilà. Or, le film, il nous dit que pour se construire, il va plutôt falloir aller de l'avant. Les souvenirs qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où il arrive à se cacher, où c'est pas prévu qu'ils soient effacés, les souvenirs, etc. Et c'est là que l'univers arrive à se reconstruire. C'est intéressant. En gros, le film nous dit vraiment, il faut les souvenirs, c'est ce qui permet en fait de nous construire et de continuer à avancer et d'évoluer. Que les souvenirs soient bons ou mauvais. Et à la fin, justement, on a toutes les cassettes là qui donnent une autre chance. À la fin, les personnages ils reçoivent les cassettes, mais ils se donnent apparemment. On nous laisse penser qu'ils se donnent une nouvelle chance. Et je trouve ça trop mignon. Et c'est cool. Et c'est cool. Du coup, il y a vraiment une volonté d'aller vers le progrès. La solution du film, c'est pas qu'on s'efface la mémoire. Le film, il va contre ça. La solution, c'est au contraire de prendre des erreurs qu'on a faites pour essayer de pas les refaire, etc. Enfin, c'est un message qui est très basique. C'est un message qui est très basique, mais qui est très humain, qui est très bien mis en scène, qui est très bien porté. Et du coup, pour moi, ça en fait un très très bon film. Et le film, il est aussi malin, parce que la technologie, en soi, elle pose pas tant de problèmes que ça. C'est pas comme dans Upgrade ou comme dans WALL-E, où il y a vraiment, d'un coup, la technologie qui a une conscience, par exemple, ou alors un système dystopique mis en place à la Elysium, etc., où on fait des appareils qui font qu'on détecte si on te soigne ou pas, selon si t'es pauvre ou pas, etc. On n'est pas du tout dans un univers dystopique. Et c'est là, pour moi, je pense, la plus grosse réussite du film, c'est que toute cette entreprise qui efface la mémoire, elle est à échelle humaine. Et quand tu penses à une entreprise qui efface la mémoire des gens, qui se fait de l'argent en effaçant la mémoire des gens, etc., il y a un aspect dystopique. Et 9 fois sur 10, le réflexe, ça va être d'en faire une corporation un peu méchante, etc. Et on va utiliser ça comme dénonciation du capitalisme, des trucs comme ça. Là, non, c'est pas du tout ça. Genre, il y a 5 employés, il me semble. Attends, il y en a 4. 1, 2, 3... Ouais, je crois qu'ils sont 4. On n'en voit que 4, en tout cas, dans le truc. C'est un truc assez simple. Et il y a un côté presque familial, justement, là-dedans. Où ils se demandent entre eux pour faire ça. Et du coup, pour moi, le film, il n'est pas non plus technophobe, il n'est pas non plus réac par rapport à ça, quoi. Parce que c'est vraiment des simples types. C'est genre une petite... c'est une PMU... On peut enlever le M. Qui essaye de faire fonctionner ça, quoi. Et qui a ses propres bisbilles avec tel personnage, qui a une relation avec tel autre, et puis l'autre qui a aussi une relation avec celle-ci, etc. Et puis voilà. C'est une petite entreprise à la cool, avec des employés super simples, qui sont, et c'est ça le plus important du coup, c'est qu'ils sont très humains. Et du coup, tout le monde est très humain. Voilà. C'est ce qui rend le film, c'est ce qui fait que le film fonctionne, je trouve, c'est qu'il se perd pas d'un coup dans un truc un peu dystopique, etc. Non, c'est juste très humain. Tout est à échelle humaine, et c'est là que je trouve que le film fonctionne super bien. Voilà. Je sais que les personnages ont été attaqués des fois en mode les personnages sont insupportables, ou alors le couple il est vraiment dysfonctionnel, etc. Ou alors ils sont clichés. Moi j'ai de la peine avec ça parce que je trouve que qu'on peut pas faire des personnages insupportables ou dysfonctionnels et en même temps être clichés. Et les personnages, du coup, d'une part, moi je les trouve pas vraiment clichés du tout. Et d'autre part, je trouve que justement, ils ont beaucoup de caractéristiques très humaines qui font qu'ils échappent à tous ces clichés. Je trouve que les problèmes qu'ils ont, c'est des problèmes des fois un peu graves. Enfin, ils se disent des choses qui sont quand même assez terribles. Et effectivement, nous on entend ça de dehors, on se dit « Oh putain, c'est violent », mais c'est le but du film, de nous montrer cette violence justement. Et d'aller assez loin dans cette violence, sans franchir de ligne rouge non plus. Il n'y a pas à un moment donné Joël qui va se lever puis mettre une patate dans la tronche de sa copine. Il n'y a pas sa copine qui d'un coup... on reste dans des limites, quoi. On reste dans des limites où le couple est quand même... il y a un dysfonctionnement, mais il n'est pas irrécupérable, et puis tant mieux, quoi. Voilà. Ça aurait un peu cassé le film, sinon, effectivement. Bref. C'est un film, du coup, que plus je revois, plus je suis fasciné par l'aspect humain qu'il a. Et puis, je suis fasciné aussi par la tendresse qu'il a pour ses persos. Il y aurait plein de choses à dire sur la mise en scène, sur la narration, mais moi, je vous propose qu'on va passer plutôt à une araignée géante qui attaque une ville, ça vous dit ?